Pendant la guerre de Troie, Homère écrit sur des dizaines de braves dont les noms resteront à jamais gravés dans les mémoires. Mais Agamemnon, le grand chef et roi de Mycène, finit par être plus célèbre qu'Achille, Ulysse, Ajax ou Diomède. Le fils d'Atréus était le seul à pouvoir convaincre tous les autres chefs grecs à se battre dans des lieux éloignés en l'honneur d'Hélène. Agamemnon, à la tête des Achéens, combattit les Troyens pendant 10 ans devant le mur impénétrable. Malgré tous les problèmes, Agamemnon remporta la guerre, ce qui entraîna la chute de Troie. Le grand Basileus amassa un grand nombre de butins de guerre, dont la belle princesse et prophétesse, qui était la fille du roi Priam. Elle s'appelait Cassandre et était si belle que le dieu Apollon en tomba amoureux. Agamemnon lui annonça qu'il l'emmènerait comme esclave à sa cour de Mycène. Elle lui rétorqua que s'il savait ce qui l'attendait dans sa patrie, il ne reviendrait jamais en Grèce. Bien que Cassandre soit une véritable prophétesse, Apollon la maudit pour son refus. Et personne ne crut ce qu'elle disait. Agamemnon ne savait pas que sa femme Clytemnestre régnait à Mycène avec son amant Égiste. La reine haïssait profondément Agamemnon parce qu'il avait tué sa fille Iphigénie pour entraîner les Grecs dans la guerre. Sa fille préférée ayant été tuée à cause de son mari, elle ne pouvait tout simplement pas lui pardonner. Les navires de la flotte d'Agamemnon regorgeaient de trésors lorsqu'ils rentrèrent en Grèce. Il semblait qu'il soit le seul chef grec dont la flotte rentrerait en Grèce sans dommage. Mais alors qu'Agamemnon et sa flotte se rapprochaient du Péloponnèse, une tempête éclata. Basileus demanda aux dieux pourquoi il le punissait, puisqu'il avait fait tout ce qu'il lui avait dit de faire pendant son séjour de 10 ans à Troie. La prophétesse Cassandre lui dit que les dieux ne cherchaient pas à le punir. Au contraire, ils essayaient de le garder en vie et de l'empêcher de connaître une fin terrible à Mycène. Pour la deuxième fois, Agamemnon répondit que la belle bouche de Cassandre ne disait que des bêtises, car ce serait à Mycène qu'il atteindrait le zénith de sa gloire en tant que conquérant de Troie. Le palais de Mycène apprit qu'Agamemnon revenait de Troie. Égiste et Clytemnestre projetèrent de se débarrasser du roi avant qu'il ne puisse reprendre son trône. Agamemnon eut 2 enfants, Électre et Oreste, qui connurent la relation de leur mère avec le régent intérimaire de Mycène. Agamemnon arriva à Mycène comme s'il était le second avènement d'Hercule. Les gens l'acclamèrent lorsqu'il franchit la légendaire porte des lions de Mycène. Il apporta avec lui de nombreux objets de valeur provenant de Troie. Clytemnestre se prosterna aux pieds d'Agamemnon et remercia les dieux d'avoir ramené son mari dans la gloire. Mais toute cette scène faisait partie d'un plan. Si la reine tenait encore à son mari, elle le perdait en voyant la belle Cassandre le suivre. Clytemnestre pensa alors aux paroles du père de Palamède, le héros tué à Troie après avoir été accusé de trahison. Il avait dit que les chefs achéens avaient fait de leurs esclaves leurs épouses. Agamemnon remercia Égiste d'avoir si bien pris soin de son royaume pendant son absence. Cela prouva que les querelles entre les 2 familles étaient terminées. Agamemnon embrassa ses enfants Oreste et Électre, qui étaient encore des enfants en bas âge lorsqu'il partit. Le roi de Mycène dit à sa femme qu'elle lui avait beaucoup manqué et qu'il aimerait dormir avec elle, mais il voulait d'abord prendre un bain. Après s'être battu pendant 10 ans, Agamemnon estimait qu'il pouvait enfin se détendre dans son jacuzzi. Égiste jeta alors un filet sur Agamemnon, ce qui le décontenança complètement. Le grand roi grec fut attaqué par Clytemnestre et Égiste qui le battirent à mort. Comme Clytemnestre était jalouse de la jeune femme, elle tua de 2 coups de hache l'esclave Cassandre qui accourait pour voir ce qui se passait. L'histoire du Basileus Agamemnon avait connu une fin terrible comme celle de nombreux autres descendants de Tantale. Cependant, le sort des enfants Électre et Oreste demeure toujours inconnu. Égiste et Clytemnestre régnèrent en maîtres sur Mycène après la mort d'Agamemnon, le grand héros qui conduisit les Grecs à Troie.
Les partisans du roi tué avaient déjà été réduits au silence, car Égiste, pendant l'absence d'Agamemnon, avait placé des hommes de sa confiance aux postes les plus importants du gouvernement. Avec le soutien de la reine, il usurpa le trône de Mycène. Mais Égiste avait encore une affaire à régler. Oreste, un enfant de 12 ans. Il était l'héritier légitime d'Agamemnon et deviendrait un futur prétendant au trône. Mais Égiste ne voulait pas tuer cet enfant tout de suite, car il savait de quoi Clytemnestre était capable et il craignait de subir le même sort qu'Agamemnon. Mais Électre surprit Égiste en train de comploter avec l'un des serviteurs sur la façon de se débarrasser d'Oreste, ce qui faisait de tout cela un simple accident. Pendant la nuit, Électre mit en œuvre un plan pour délivrer son frère d'un terrible destin. Ils quittèrent le palais en courant pour ne pas être vus par les gardes du palais. Elle le conduisit à un chevalier, fidèle serviteur d'Agamemnon, qui enlèverait l'enfant à Égiste. Avant de partir, Électre fit jurer à Oreste que dès qu'il serait adulte, il reviendrait pour se venger des meurtriers de son père. Et c'est ce qu'il fit. Oreste fut emmené à Phocide, où se trouvait la cour du roi Strophius, l'oncle du jeune homme. Le roi éleva Oreste comme un fils et le prépara à accomplir ce qu'il désirait le plus, venger la mort de son père. Les années passèrent et Électre pria dans le temple d'Apollon à Delphes pour que son frère revienne et apporte avec lui la vengeance des dieux. Elle ne supportait plus de vivre sous la domination d'Égiste, qui l'empêchait de se marier de peur qu'elle n'engendre un autre héritier d'Agamemnon. En sortant du temple, elle fut abordée par 3 jeunes gens qui disaient avoir des nouvelles d'Oreste, le frère qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Électre retourna à Mycène et se jeta dans les bras de sa mère en pleurant. Elle lui annonça qu'Oreste était mort dans un accident de char pendant les Jeux Olympiques et que son corps serait amené par ses amis pour recevoir les rites funéraires dignes d'un prince. Clytemnestre sembla éprouver des sentiments contradictoires à l'égard de la mort de son fils, car le décès d'Oreste signifiait la paix pour le royaume en ce qu'il ne représentait plus une menace pour Égiste. Électre informa Égiste de l'arrivée du corps d'Oreste. Il lui répondit que c'était la première fois qu'elle ouvrait la bouche pour dire quelque chose d'agréable. Égiste s'empressa d'aller vérifier s'il s'agissait bien du corps du prince. Mais il fut surpris lorsqu'il souleva le drap qui recouvrait le corps d'Oreste. C'était le cadavre de Clytemnestre, le ventre transpercé de coups d'épée. À ce moment-là, Oreste enfonça son épée dans la poitrine de l'usurpateur, consommant ainsi sa vengeance contre l'homme qui avait tué son père et volé son trône. L'histoire du retour du prince de Mycène qui avait tué sa mère et le meurtrier de son père se répandit dans toute la Grèce. Une partie de ceux qui l'entendirent considéraient que l'acte du prince qui avait tué sa propre mère était de mauvais augure et qu'il allait donc encore subir un terrible supplice. Après avoir accompli sa vengeance, Oreste ressentit une grande douleur à la poitrine. Pour venger le meurtre de son père, le grand Agamemnon, il devint le bourreau de sa propre mère, et le sang de celle-ci et d'Égiste souilla ses mains. 3 silhouettes sinistres apparurent derrière Oreste. C'étaient les Érynies, appelées aussi Furies, entités qui punissaient les meurtriers de leurs proches. Les Furies étaient au nombre de 3. Tisiphone, la vengeance, Mégère, la haine, et Alecto, l'implacable. Déesses de la vengeance, elles avaient pour résidence le monde souterrain où elles passaient leur journée à punir les criminels. Oreste fut tourmenté par les Furies. Poussé à la folie par les Érynies, il s'enfuit de Mycène pour se rendre à l'oracle de Delphes et demander l'aide des dieux. Oreste n'eut pour seul soutien que Pylade, prince de Phocide, qui avait grandi aux côtés d'Oreste pendant son exil et à qui il avait promis la main d'Électre. Pylade, en ami loyal, soutint Oreste dans les moments les plus difficiles. À l'oracle de Delphes, face à la statue du dieu Apollon, Oreste demanda l'aide de la divinité lumineuse.
il considéra que le châtiment était injuste et que ses mains n'étaient pas souillées par le sang d'innocents. Apollon apparut et lui dit qu'il serait à ses côtés. Oreste s'était rendu à l'oracle de Delphes alors qu'il était adolescent et avait reçu l'ordre de venger la mort de son père, lâchement assassiné par sa femme et son amant. Apollon ordonna à Oreste de visiter la ville d'Athènes et le temple de sa déesse protectrice, où il trouverait une salle d'audience aménagée pour rendre un jugement. Oreste partit donc avec son ami vers Athènes. Le chemin vers l'Attique fut difficile. Oreste était toujours poursuivi par les Furies. Devant tant de souffrances, Apollon se mit à protéger le prince de Mycène, éloignant les entités furieuses. Oreste et Pylade arrivèrent enfin à destination, le temple de la déesse Athéna. Oreste s'agenouilla devant la statue de la déesse, disant qu'il était là à la demande d'Apollon, la divinité qui lui avait dit qu'Athéna assurerait un procès équitable. Pendant ce temps, l'une des Furies déclara que si justice était rendue, il souffrirait éternellement dans le Tartare. Athéna apparut et déclara qu'elle présiderait le procès d'Oreste. Les Érynies seraient les accusateurs et Oreste aurait droit à une défense complète. En dehors de la ville d'Athènes, sur le mont Arès, le procès se déroula devant la population athénienne. Oreste eut pour avocat le dieu Apollon, tandis que les Érynies proféraient des paroles terribles à l'encontre du prince mycénien. Le chef des Érynies prit la parole et ouvrit l'accusation en disant que l'affaire était simple. Oreste avait confessé le crime de matricide. Il avait tué de ses propres mains la mère qu'il avait toujours aimée. La loi des dieux et des hommes était claire sur ce crime odieux. Apollon prit la parole et déclara qu'Oreste avait tué sa mère, mais que Clytemnestre n'était pas innocente. Elle et son amant Égiste avaient participé au meurtre du noble Agamemnon, l'homme qui avait rétabli l'honneur de tous les Grecs en punissant les Troyens. Le dieu affirma que l'acte n'avait pas été irréfléchi. Le prince se ravisa et interrogea l'oracle de Delphes, qui lui dit qu'il devait punir les meurtriers. Ce faisant, Oreste se montra profondément craint des dieux. Les jurés semblaient divisés quant au verdict d'Oreste. Lorsque les votes furent comptés, le résultat fut un match nul. Athéna se leva et déclara qu'en tant que présidente du procès, elle partagerait le vote. La déesse affirma qu'elle avait écouté attentivement la défense et l'accusation. En tuant la reine Clytemnestre, Oreste ne tuait pas sa mère, mais le meurtrier de son père. Pour cette raison, elle le considérait comme acquitté de l'accusation de meurtre injustifié. Oreste tomba à genoux, soulagé, désormais libéré du fardeau d'un des pires crimes commis par un être humain. Vaincus, les Érynies poussèrent des cris de colère, affirmant que les nouveaux dieux avaient jeté à la poubelle toutes les traditions construites au fil des millénaires. Oreste remercia le peuple d'Athènes d'avoir promu la justice dans son pays. Il déclara également qu'à partir de ce jour, le peuple de Mycène ne ferait plus jamais la guerre au peuple d'Attique tant qu'il vivrait. Ses successeurs seraient maudits s'ils ne tenaient pas compte de cette promesse. Oreste et Pylade quittèrent Athènes. Pour apaiser les déesses de la vengeance, Athéna ordonna la construction d'un temple où les Érynies seraient vénérées comme promotrices de la justice des dieux.